Un éventuel projet de prolongement au-delà de Porte de la Chapelle est imaginé bien avant l'inauguration du T3B. Avant même le début des travaux de celui-ci, il apparaît en réalité pour la première fois dans le schéma directeur de la région du 25 septembre 2008. Celui-ci prévoit un prolongement de celui-ci jusqu'à Porte d'Asnières en passant par des points d'attraction majeurs comme Porte de Clignancourt et ses puces de Saint-Ouen ou encore Porte de Clichy et son quartier déjà en cours de développement à l'époque. Pourquoi le terminus a été limité à Porte d'Asnières et pas à Porte de Clichy? Ça, j'en sais strictement rien, probablement à cause de la circulation routière trop importante sur ce carrefour. Déjà à l'époque, ce prolongement est désigné comme prioritaire par rapport aux autres, mais on s'en doute, il ne peut pas être lancé avant même la réalisation de la ligne principale. Des études sont tout de même lancées en 2011, à l'aube de l'inauguration du premier tronçon de cette ligne. Le projet est précisé dans les médias en 2012. Une enquête publique démarre à partir de l'été 2013 pour que finalement l'avis en faveur de ce projet soit prononcé en décembre suivant. L'année suivante, en 2014, les travaux démarrent. La fin de ce chantier est alors prévue pour 2017, mais quelque chose d'imprévu va faire ralentir ceci. En 2015, alors que les ouvriers sondent le terrain, de l'amiante est découvert. Bon, qu'est-ce que l'amiante? C'est une fibre qui est clairement un danger pour les personnes exposées et qui provoque des pathologies respiratoires. À une époque, ils en mettaient partout, mais il a réellement fallu attendre 1998 pour que ce soit totalement interdit. Pour faire un lien avec l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment à la station de Gallieni et des travaux de grande ampleur sont en cours pour désamianter la station. Mais revenons 10 ans en arrière, les travaux de désamiantage retarderont les travaux d'un an. Par-dessus tout ça, d'autres obstacles, même s'ils étaient clairement définis, ont dû être franchis, comme 5 tunnels routiers qu'il a fallu boucher. Ces tunnels permettaient de désengorger les carrefours qui étaient saturés à l'époque du tout-voiture et même après. Autre défi à relever, le mécontentement des riverains exaspérés de ces retards créant des problèmes de circulation. Les rails sont posés entre fin 2016 et début 2017. Cette même année, les rails sont de manière traditionnelle gazonnés, les quais sont bétonisés en 2017, et puis fin 2017 commence la dernière phase des travaux de ce prolongement, l'aménagement des stations. Cette étape va durer un an jusqu'à ce que le projet touche enfin au but. Le prolongement est inauguré le 24 novembre 2018. Plus de 4 km de prolongement qui amène désormais les tramways jusqu'à la station qui se nomme à l'époque Porte d'Asnières Marguerite Long, mais on en reparlera. Maintenant qu'on sait que la ligne va au-delà de Porte de la Chapelle, il est temps de continuer notre périple. Et on arrive déjà à la première station de notre prolongement, Diane Arbus, qui possède déjà une particularité d'avoir été construite en partie en hauteur. Ce qui donne lieu à une particularité qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le T3B. Il faut emprunter des escaliers à l'extrémité ouest. Bon, par contre, pour l'accessibilité, n'ayez aucune crainte, c'est accessible de l'autre côté. Bon, alors je ne suis pas sûr, mais à mon avis, la raison de la hauteur inhabituelle de cette station est qu'elle a été construite au-dessus d'un ancien tunnel routier. Celui-ci a été bouché, mais peut-être que c'était plus safe de construire la station davantage en hauteur. On remarquera que le matériau pour délimiter les deux vitres est différent que dans le reste du T3B. Et également que la station d'Enarbus est la première de notre prolongement à avoir un sous-titre Porte des Poissonniers. Cela dit, on verra ensuite que c'est quelque chose d'assez commun à partir de ce prolongement. Alors, pour une raison que je ne connais pas, entre Diane Arbus et Porte de Clignancourt, il y a un passage piéton qui a été supprimé. Il est grillagé, c'est peu possible de traverser ici. En réalité, il n'a jamais été accessible, mais au moment de l'inauguration, on voyait qu'ils avaient prévu à terme d'utiliser ce passage en vue de la création d'un éventuel passage piéton. Sauf que celui-ci n'a jamais été créé, et ce passage est désormais inutile et grillagé. On arrive déjà à la première porte du prolongement, la porte de Clignancourt, qui ne présente pas vraiment de spécificité notable, mais c'est un sacré exemple à prendre pour vous parler
des innovations qui ont été apportées aux stations inaugurées en 2018. 2 vitres supplémentaires ont été ajoutées bon, on ne sait pas pourquoi. Hein. Par exemple, de temps en temps, des fois, il y a des sièges ici. Ils auraient très bien pu les mettre sans cette vitre. Hein, ça aurait rien changé. Je pense que c'est juste pour mieux éclairer les voyageurs concernant le nom de la station. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me... Au niveau des indicateurs des minutes d'attente, justement, c'est la version plus moderne et totalement en vogue à l'époque qui a été adoptée, comme ce qui a été installé à Séverine un an après les écrans de 2012. Mais cette fois-ci, elles sont présentes dans toutes les stations. Pour ce qui est des spécificités propres, ou plus ou moins à cette station, comme dans toutes les portes jusque-là, il y a des écrans. Hein. À ce niveau-là, c'est presque même plus une spécificité. La station possède le 2e sous-titre et le 1er sous-titre marron de ce prolongement, le sous-titre Puce de Saint-Ouen. Et le lieu le plus notable à Porte de Clignancourt, ce sont les Puces de Saint-Ouen. En bref, les puces de Saint-Ouen ont été créées dans les années 20. À la base, c'était des chiffonniers qui revendaient des déchets de la voie publique, mais il faudra attendre l'avancée du XXe siècle pour que les produits vendus montent en qualité, permettant d'être plus prisés par les Parisiens et devenant aujourd'hui des puces connues pour les ventes d'antiquités en ne s'éloignant pas de son ADN d'origine. Il s'étend sur plusieurs rues au-delà du périphérique entre Porte de Clignancourt et Porte de Montmartre, et en particulier sur la rue des Rosiers. Alors, à la station Angélique-Conflans, alors là, je suis désolé, je vais devoir me répéter un peu. Il y a un écran et il y a également un sous-titre mentionnant la porte la plus proche, la porte de Montmartre. Alors, j'avais même pas remarqué pendant le tournage, mais le logo RATP dans le mauvais sens laisse à penser que cet écran aurait dû être utilisé dans une station de manière horizontale. Bon, en même temps, je comprends toujours pas l'intérêt d'avoir mis un écran à Angélique Compoint. Il s'agit en effet de la seule station qui n'est pas en porte 2, mais qui possède quand même des écrans d'information. Près de cette station, il y a des douches municipales, vestige d'une époque où la plupart des Français n'avaient pas l'eau courante. Il y a encore pas si longtemps, les douches municipales, ou bien les bains-douches, comme on les appelait à l'époque, étaient très populaires, car à l'époque, avoir une salle de bain dans son appartement était encore un luxe, même à Paris. Dans les années 60, 45% des logements n'en possédaient tout simplement pas. Aujourd'hui, ce temps semble révolu. Rares sont les Français qui n'ont aujourd'hui pas de salle de bain, mais quelques bains-douches sont encore ouverts à Paris pour ceux qui ne peuvent toujours pas se doucher. On arrive maintenant à Porte de Saint-Ouen, qui ne possède pas de spécificité marquante, à part, encore une fois, dites-le avec moi, des écrans. Alors, pour ce qui est des alentours, j'ai vraiment que dalle à dire, hein, parce que vraiment, les alentours de Porte de Saint-Ouen sont banalement banals. Donc du coup, on va faire ça en mode express. Déjà, des éoliennes qui, coïncidence, je ne crois pas, ont été installées en même temps que le T3B. En réalité, cette image de 2019 vient confirmer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Une colonne Maurice, une station essence avec des prix beaucoup trop chers. Il y a aussi une gare routière située juste devant la station essence que je vous ai présentée précédemment, mais qui n'accueille en réalité que 2 bus, le 21 et la traverse Bichat-Batignolles. On sent quand même que cette gare routière a été conçue pour plus de bus à la base. On arrive maintenant à la station avec le style le plus recherché de tout ce prolongement du T3B. Je parle bien évidemment d'Épinette Pouchet. Le pire, c'est qu'à l'origine, on était loin de tout ça. On va donc y aller chronologiquement.
Au moment de son inauguration, la station était classique, mais déjà quelques spécificités se démarquaient, comme par exemple la présence de rochers. Voilà, ça sort de nulle part, t'as l'impression d'être dans une plage normande, mais c'est là. Également, le sol sur lequel reposent les rails a été décoré avec des rayons ondulés, un cas qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur le T3B. Malheureusement, avec le temps, ce revêtement s'est pas mal effacé. L'œuvre est aujourd'hui assez méconnaissable. Voilà la physionomie dans laquelle cette station était au moment de son inauguration, mais en réalité, les voyageurs qui ont emprunté cette station à l'époque étaient loin de se douter des changements que celle-ci allait subir dans les années à venir. En effet, dès l'été 2020, les barrières classiques ont été remplacées par des colonnes en métal. Voilà. Cela dit, un style assez similaire existait déjà à la station Porte de la Villette, inaugurée 6 ans auparavant. En remontant le temps sur Google Street View, on peut se rendre compte qu'à l'époque, les vitres de cette station étaient les seules à ne pas avoir été décorées. On pourrait trouver ça bizarre, mais en réalité, c'est pour anticiper un changement majeur qui a eu lieu en 2022. Du faux bois a été ajouté pour couvrir les vitres originales, avec également les fameuses rayures ondulées qu'on retrouve déjà sur le sol. Honnêtement, c'est vraiment très joli et très atypique. Et dans le même temps, les équipements ont été changés pour des nouveaux équipements en faux bois pour l'unicité avec le nouveau style de la station. Il y a d'ailleurs dans cette station une plaque qui fait une description de cette œuvre, de son auteur, de sa date d'installation. Bref, si vous voulez tout lire, n'hésitez pas à mettre pause. Alors à Honoré de Balzac, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Hein. Il y a quand même une boîte à livres qui a l'air défoncée. Hein. Il y a un livre en moins. Bon, bah aux alentours, il y a une école. Il est temps maintenant d'aller dans notre station suivante, la station Porte de Clichy, qui est une des seules stations du T3B à posséder un point connect, et ce alors que sur le T3A il y en a bien plus, autant dire que c'est quand même un paradoxe. Mais ce point connect n'est pas d'origine, il a été installé en 2022. Et on va pas faire de surprise, cette station est encore équipée d'écrans. Ça fait beaucoup là, non? Et justement, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Porte de Clichy, que j'ai sorti il y a maintenant quelques semaines, je vous ai parlé du tribunal de Paris. Même si j'en ai déjà parlé, on va en faire un petit rappel. Ce bâtiment est actuellement le 4e plus haut gratte-ciel de Paris, juste derrière la tour Eiffel, la tour Montparnasse et une des 2 tours du Haut. Elle a été inaugurée le 16 avril 2018 en remplacement des anciens tribunaux qui se situaient à l'époque sur l'île de la Cité. Mais là en réalité, même si la tour a été inaugurée en 2018, il a fallu attendre le 1er janvier 2020 pour que celle-ci prenne ses fonctions de tribunal judiciaire de Paris. Et on arrive à la dernière station du prolongement de 2018, Marguerite-Long. Mais ceux qui ont bien suivi le moment où je parlais de l'histoire de ce prolongement se souviennent que je parlais pas vraiment du même nom de la station. Vous allez comprendre. En fait, tout simplement, jusqu'en 2024, la station s'appelait Porte d'Asnières Marguerite-Long. Le but de ce nom était de clarifier auprès des voyageurs jusqu'où mène réellement le T3V. Car mettre direction Marguerite-Long, autant dire que c'est pas très parlant, alors que mettre direction Porte d'Asnières, ça l'est bien plus. Ce nom va rester 6 ans, jusqu'en 2024, date à laquelle la ligne est prolongée et perd son nom original pour devenir tout simplement Marguerite-Long. Pourtant, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y avait même carrément une plaque où il y avait juste écrit Porte d'Asnières, comme si en réalité Marguerite-Long n'était qu'un simple sous-titre. Ce nom a alors disparu des plans de métro et de la station. Il est malheureusement tombé aux oubliettes, remplacé par le nouveau nom. Porte d'Asnières a donc été bel et bien la dernière station Porte 2 inaugurée sur le réseau de Paris, si on compte le métro et les tramways. Malheureusement, ce n'est pas la dernière encore en service. La dernière encore en service, si vous avez bien suivi la vidéo, c'est... Et voilà, Porte d'Aubervilliers, 2 points pour les Suisse-Boules. C'est quoi ce plan? On la refait pas.
Bon, fin de tournage, bande d'enculés pour ceux qui ont la ref. Non mais ça, le pire, c'est que même moi, j'ai pris un autre truc. Auparavant, la station avait déjà bien 3 vitres, mais 2 d'entre elles étaient sans abri, donc inutiles. Mais en 2022, des travaux ont été réalisés afin d'ajouter des sièges et des nouveaux abris, afin de permettre à cette station de devenir une simple station de passage suite à son prolongement au-delà de Marguerite-Long en 2024. Malheureusement, Marguerite-Long, qui était une station spéciale, est devenue une simple station banale. Avant de raconter l'histoire du dernier tronçon en date du T3B, il faut que je vous raconte un truc. De 2002 à 2014, le maire de Paris était Bertrand Delanoë. Et durant ces 2 mandats, il a été un fervent défenseur du tramway et c'est en partie lui qui a permis sa réalisation. Il était d'ailleurs présent aux 2 inaugurations du T3 en 2006 et en 2012. J'ai même trouvé une archive qui montre que pendant les élections municipales de 2008, il était en campagne en prenant le tramway. Original, disons-le. Sauf que 6 ans plus tard, en 2014, il ne se représente pas. Et c'est Anne Hidalgo qui est élue à sa place. Et autant dire qu'elle va beaucoup prolonger les idées de son prédécesseur. Mais revenons au prolongement du T3B au-delà de Porte d'Asnières. Celui-ci était déjà présenté dans le schéma directeur de la région de 2008 comme un projet à long terme qui visait à prolonger le tramway jusqu'à la Porte Maillot. Le projet ressurgit ensuite en avril 2014 lorsque Anne Hidalgo annonce qu'elle souhaite terminer la boucle du T3 en prolongeant le T3B jusqu'à Pont du Garigliano. Des études sont lancées l'année suivante. À ce moment-là, plusieurs tracés se confrontent. Les années suivantes sont dédiées à l'enquête publique jusqu'à la déclaration d'utilité publique en février 2019. Pour le moment, on décide que le T3B n'ira que jusqu'à la Porte Dauphine. Ce ne sera donc pas pour cette fois qu'elle terminera la boucle. La mise en service est à la base prévue pour 2023. Repoussée à avril 2024, juste à temps pour les Jeux Olympiques de l'été suivant, dès 2018. Pour le coup, les prédictions étaient justes. Les travaux démarrent en 2019. Malgré un tronçon plutôt complexe à réaliser et la pandémie du Covid-19 qui a dû gêner une partie des travaux, le prolongement est bien inauguré le 5 avril 2024, amenant désormais les voyageurs jusqu'à la Porte Dauphine. Il est temps désormais de vous parler plus précisément du dernier prolongement en date du T3B. Et justement, encore une fois, dès la première station de ce prolongement, il y a une innovation, une disposition absolument jamais vue auparavant, quel que ce soit le T3A ou le T3B. En gros, il s'agit d'une station en quai central et décalée. Donc du coup, une station vraiment longue. J'ai même regardé sur Google Maps, c'est 110 mètres au total. L'autre côté est bouché, c'est-à-dire on ne peut pas accéder, logique en même temps, puisque le quai est là-bas. On peut quand même s'amuser à regarder les trains passer et faire des plans assez jolis. Cette station étant en quai central, c'est donc la seule à avoir des poteaux de caténaire directement sur le quai. Si vous voulez savoir pourquoi elle a été construite ainsi, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la 4e et dernière excursion du tramway hors des maréchaux. La station a été construite sur l'avenue Paul Adam, beaucoup plus étroite. 2 solutions s'offraient alors pour la RATP,
Construire une station classique, mais rendre l'intégralité de l'avenue inaccessible aux voitures, ou bien faire une double station en quai central, la solution numéro 2 a été choisie pour des raisons pratiques et économiques. Cette déviation a été créée pour desservir la porte de Champéret, qui est la seule à ne pas être située sur le boulevard des Maréchaux. Après tout, cette déviation est sympathique puisqu'elle est fournie en paysages assez jolis. Et justement, autour de la station Square Saint-Odile, le lieu le plus notable, Oui, bravo, t'as gagné. Voilà, t'as gagné le droit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse sur quelques plans. Toujours très proche de la station Porte de Champéret, il y a cette église, l'église Saint-Odile, qui a commencé à être construite en 1933, mais la construction s'est terminée en 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. La station Porte de Champéret ne possède pas de spécificité vraiment marquante, mais je profite dans cette station pour parler des seuls changements qui ont été apportés aux stations construites en 2024. De nouveaux dessins ont été apportés, mais on peut se rendre compte en regardant, pas dans les détails, puisque ça saute aux yeux, que ce sont les mêmes que dans les stations de 2018. Alors les dessins ne sont pas exactement les mêmes, mais le style est le même. Preuve à cela, ces œuvres sont intitulées Imagier 2 et elles ont été conçues par Maëlie Bernard. Exactement comme dans les stations de 2018. Je n'en avais pas parlé, j'aurais pu, mais bon, c'est pas grave puisque j'en parle maintenant. Mais bon, comme au moins les œuvres, elles sont récentes, elles n'ont pas été retirées récemment, contrairement à dans les stations de 2012 et de 2018. Pour ce qui est de la fresque, derrière les tableaux électriques, on retrouve toujours les dessins qu'on avait sur les fresques de 2018, sauf que là, la différence, c'est qu'ils ont été dessinés plus petits, et il y en a plus. Par contre, c'est toujours sous un fond bleu, et ce sont les mêmes à chaque station. Donc, fini l'époque où dans les stations de 2006 et de 2012, les fresques variaient station par station. Pour finir, juste à côté de la station, il y a une gare routière qui est le terminus de 3 bus. La station Thérèse-Pierre possède la même disposition que Square Saint-Odile, du coup je ne vais pas vraiment me répéter, mais cette fois, le quai est plus long, 130 mètres contre 110 mètres pour Square Saint-Odile, pour une raison que j'ignore. Peut-être que la station a été conçue pour accueillir plus de monde, j'en sais rien. Juste avant la station Annie-Flore, il y a la seule section de ce prolongement qui est 100% piétonne. On arrive maintenant à la station qui est probablement la plus intéressante de tout le prolongement de 2024. En réalité, avant même la construction de cette station, ça faisait déjà quelques années que la place était en rénovation afin de redynamiser le quartier et également permettre l'arrivée du RER E. La station du T3B a donc été construite en même temps que toutes ces rénovations. Et justement, c'est pour ça que la station a des quais beaucoup plus larges et un sol qui est exactement pareil sur toute la place. Autre élément qui fait partie intégrante de la station, il y a cette bouche d'aération pour le réseau en souterrain qui a été ajoutée. Et justement, il a fallu supprimer 3 vitres pour pouvoir l'installer. Pour une raison totalement inconnue, dans cette station, aux 2 extrémités, il y a 2 creux pour sûrement permettre de jeter les eaux de pluie qui se jettent sur les rails tout à l'égout. Je vois pas autrement à quoi ça servirait. Autour de cette station, il y a les entrées vers Porte-Maillot et Neuilly-Porte-Maillot pour les RER-C et E, et également le Palais des Congrès de Paris. Pour raconter l'histoire de ce palais, il nous faut remonter au XXe siècle, à l'époque où l'enceinte de Thiers a été détruite et où on réfléchit à la construction de bâtiments pour combler le vide. C'est comme ça que ce palais sera construit et inauguré le 28 février 1974 et qui sera étendu entre 1997 et 1999.
on arrive au terminus actuel du T3B à l'ouest, il y a également quelques particularités. Déjà, les deux quais sont plus larges, mais dans le quai terminus, c'est-à-dire les quais où tous les voyageurs descendent, il y a également un côté qui est dédié à l'attente pour les bus. Cette station est la seule à posséder un sous-titre de tout le prolongement de 2024, le sous-titre Avenue Foch. Et donc actuellement, les rails du T3B s'arrêtent ici. Et nous arrivons enfin au terme de notre périple sur le T3B, mais c'est pas encore tout à fait fini. En effet, il est temps de vous parler de l'histoire des personnes mises à l'honneur dans les noms des stations du T3B. Marie de Miribel était une femme née le 18 mars 1872 et décédée le 7 novembre 1959. Il s'agissait d'une conseillère municipale de Paris, une fonction très rarement occupée par des femmes à l'époque. Elle est connue pour avoir fondé l'œuvre de la Croix Saint-Simon, qui possède aujourd'hui un hôpital à Buttes-Chaumont. J'en ai déjà parlé dans cet épisode. Séverine, de son vrai nom Caroline Rémy, était une journaliste née le 27 avril 1855 et morte le 23 avril 1929. C'était une journaliste française, libertaire et féministe, un courant très sous-représenté dans l'époque durant laquelle elle a vécu. Adrienne Bolland a vécu de 1895 à 1975 et c'était une aviatrice, une des premières femmes aviatrices d'ailleurs. Elle a été remarquée pour ses performances artistiques aux commandes d'un tel appareil et pour son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, toujours en tant que pilote. Robert Debré était un médecin français, il a vécu du 7 décembre 1882 au 29 avril 1978. Il a été l'un des premiers médecins à expérimenter la pédiatrie, il a participé à la création des CHU, des centres hospitaliers universitaires, dans les années 50, et il a été très engagé dans la résistance. Mais cela dit, les plus anciens d'entre vous connaissent le nom Debré grâce à un autre homme. Eh ben, laissez-moi vous dire que Robert Debré est le père de Michel Debré, Premier ministre de Charles de Gaulle de 1959 à 1962, qui est lui-même le père de Jean-Louis Debré, numéro 2 du gouvernement de 1995 à 1997 sous Jacques Chirac. Bref, un parcours très fourni et une descendance qui réussit. Delphine Seyrig fut une actrice française qui a vécu du 10 avril 1932 au 15 octobre 1990. Sa vie, c'était le théâtre. Elle renonce à passer le bac uniquement pour ça d'ailleurs. Elle aura de nombreux rôles, de plus en plus importants au fil de sa carrière, des années 50 aux années 70. Elle a d'ailleurs été très présente dans le combat féministe de cette dernière décennie en participant au combat pour la législation de l'avortement, pour la légalisation de l'avortement. Ella Fitzgerald était une chanteuse de jazz américaine qui a vécu du 25 avril 1917 au 15 juin 1996. Elle aura une carrière triomphale en interprétant un style très en vogue à l'époque aux États-Unis, sur les traces de Louis Armstrong, tout en subissant le contexte assez violent de l'époque. Et oui, Ella Fitzgerald avait la peau noire. À l'époque, aux États-Unis, il y avait la ségrégation et elle subira des discriminations, mais heureusement, cela ne l'empêchera pas de vivre une belle carrière. Rosa Parks est née le 4 février 1913 et elle est décédée le 24 octobre 2005. C'est probablement la personnalité la plus connue de tous les noms de stations du T3B. Dites-vous, j'ai même eu un devoir à faire sur elle quand j'étais au collège. Bref, elle a été un élément moteur de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis, un peu comme Ella Fitzgerald, mais elle, c'est bien plus que ça. On va d'ailleurs s'attarder un peu sur elle. Pour le contexte, dans les années 50, dans les bus, les personnes ayant la peau noire devaient s'asseoir au fond du bus et céder leur place aux personnes de couleur de peau blanche. Rosa Parks décide un jour de décembre 1955 de refuser de céder sa place à un blanc, quelque chose de plutôt normal en soi si ce n'est pas une PMR. Cette action entraîne le boycott des bus à Montgomery, ce qui va ensuite amener à une décision de 1956 décrétant la fin de la ségrégation dans les bus. Il faudra cela dit attendre la fin de la décennie suivante pour que celle-ci soit totalement abolie partout aux États-Unis. Colette Besson était une athlète qui a vécu du 7 avril 1946 au 9 août 2005.
Et elle est connue pour avoir été une des premières femmes françaises à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était au 400 mètres à Mexico et c'était en 1968. Diane Arbus est née le 14 mars 1923 et est morte le 26 juillet 1971. Il s'agissait d'une photographe américaine. Elle est connue pour avoir photographié de nombreuses rues new-yorkaises en exposant des personnes assez invisibilisées à l'époque, comme des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, de nombreux musées américains exposent encore ces photos. Jeanne Angélique Compoint est probablement la femme qui m'aura fait le plus galérer dans les recherches. En effet, c'est assez rare, mais quand on cherche Angélique Compoint sur internet, on tombe sur la rue Angélique Compoint, voire même directement sur l'arrêt de tramway. Mais en gros, c'était la fille d'un cultivateur qui possédait de nombreux maraîchers à Montmartre, qui faisait à l'époque partie de la banlieue parisienne. Elle est surtout connue pour avoir milité contre la destruction de ces maraîchers au profit du développement urbain. Pratique très fréquente à partir des années 1860 sous le projet Haussmann. Malheureusement, toutes ces cultures seront détruites au profit des immeubles haussmanniens. Honoré de Balzac était aussi un homme très connu. Il est né le 20 mai 1799 et il est mort le 18 août 1850. C'était un écrivain français qui a marqué son époque et il est connu pour avoir écrit Le colonel Chalbert ou encore La peau de chagrin, livre d'ailleurs que j'étudie actuellement au lycée. Il est connu pour avoir tenté de lancer un nouveau genre de roman, la comédie humaine. Marguerite Long était une pianiste française qui a vécu de 1874 à 1966. Elle a repris de nombreuses symphonies et a été en liaison avec avec de nombreux compositeurs en vogue à l'époque, comme Claude Debussy ou encore Maurice Ravel. Thérèse Pierre est née le 5 novembre 1908 à Épernay. Elle s'engagera en politique dès la fin des années 30 contre le fascisme et s'engagera dans la résistance en 1942 à Fougères. Mieux que ça, c'est elle qui sera un des piliers de l'organisation de celle-ci. Elle est malheureusement retrouvée le 23 octobre 1943, sera torturée jusqu'à ce qu'elle succombe à cela le 26 octobre 1943. Ses derniers mots furent: Ils m'ont torturé, mais je n'ai pas parlé. Annie Flore était une chanteuse française. Elle est née le 28 novembre 1912 et elle est décédée le 17 août 1985. Elle a été très active sur la scène musicale dans les années 50 et 60, année durant laquelle elle a sorti 6 33 tours intitulés Mon cahier de chansons, album qui contenait des reprises de chansons françaises du début du siècle. Et pour finir, Anna de Noailles a vécu de 1876 à 1933. Il s'agissait d'une poétesse et elle a rédigé de nombreux poèmes, mais elle s'est également essayée aux romans et aux autobiographies. En clair, une véritable femme de lettres. Vous l'aurez remarqué, beaucoup de noms de femmes sont mis à l'honneur sur le T3B. En effet, c'est une volonté de la ville de Paris, depuis 2012, de mettre à l'honneur davantage de noms de femmes que de noms d'hommes. On pourrait se dire que c'est pas très égalitaire, mais bon, quand on voit que dans le métro, la majorité des noms de stations sont des noms d'hommes, on peut se dire que ça équilibre. Il est temps maintenant de parler du futur du T3B. Actuellement, pour que le T3 fasse tout le tour de Paris, il manque un tronçon de 5 km et la desserte de deux dernières portes importantes, Porte d'Auteuil et Porte de Saint-Cloud. C'était la volonté d'Anne Hidalgo dès 2014, mais plus récemment, David Béliard a écrit sur X le 5 avril 2024, à savoir le jour de l'inauguration du dernier prolongement en date du T3B, c'est parti pour le bouclage du tram jusqu'à Pont-du-Gary-Gliano. Ça donne de l'espoir, mais pour l'heure, aucun prolongement du T3B est prévu au-delà de Porte Dauphine, pour la simple et bonne raison que l'investissement économique ne vaudrait pas le coup quant à l'animation du quartier qui sera desservi. De l'autre côté, l'intérêt semble davantage là, mais le T3A ne pourrait être limité qu'à Porte d'Auteuil. Même si le bouclage de la boucle est bien possible d'ici quelques années, ce n'est clairement pas une priorité et ça ne le sera pas pendant un bon moment. D'autres projets concentrent les investissements. Plus surprenant, côté Porte de Vincennes, un projet existe de faire prolonger les lignes T3A et T3B jusqu'à la place de la Nation, en remontant tout le cours de Vincennes. Un projet pas si bête que ça finalement, qui permettrait de donner davantage d'importance au pôle multimodal Nation. Mais encore, ce projet n'est pas prioritaire. Si vous comptez dessus, il faudra attendre. Cela dit, pour conclure ces 3 vidéos sur le T3, on a pu voir que chacune des 4 sections ouvertes au fil des années ont toutes été un succès fulgurant. Ce tram lui-même a été un succès fulgurant, mais bien évidemment, en Île-de-France, il n'y a pas que eu le T3 à Paris. Il y a eu plein d'autres lignes de tram en banlieue également, mais ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Et nous arrivons à la fin du tournage de la vidéo sur le T3B. Voilà, hein, comme promis, elle est là et je l'ai enfin faite. C'était hyper long, hein. Ça m'a pris
Au total, 8 jours de tournage. Hein. Je crois que j'ai jamais eu à faire autant de sessions pour un seul tournage. Mais bon, bah voilà, c'est fini. Et j'imagine pas la galère que ça va être, le montage. Voilà, hein, je vous mettrai ici le nombre de jours que ça m'a mis. Et voilà, en attendant, moi je vais rentrer chez moi en prenant la 2 et en empruntant ce magnifique édicule Guimard. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine histoire de trame. Si vous arrivez à deviner en commentaire, et ben vous gagnerez le droit de regarder la vidéo. Voilà. Salut! Présente-toi devant la caméra. Salut, vous allez bien? Moi je m'appelle Owen, voilà. J'ai 14 ans, je suis fan de métro. Voilà. Et voilà, Je suis un abonné de l'histoire de train. c'est moi. Et voilà, il va rejoindre l'équipe des cadreurs du moins.